ces toxines, donc une pharmacologie, encore une fois, impressionnante contre tous ces canaux ioniques, et qu'on utilise pour comprendre comment ils marchent. Voilà. Et bon, de tous ces animaux que vous voyez, tous ces animaux ne produisent pas une ou deux toxines contre des canaux qui laissent passer le sodium, le potassium ou le calcium. Ils peuvent en produire 100 différents. Et ils peuvent savoir faire la différence entre un insecte, le mammifère, donc cette pharmacologie est à la fois extrêmement spécifique et extrêmement diverse et extrêmement utile. Les médicaments. Est-ce qu'il existe des médicaments qui agissent sur ces systèmes qui génèrent la bioélectricité? Il en existe énormément et nous allons étudier beaucoup. Il existe naturellement la plupart des antiépileptiques, beaucoup des antiépileptiques travaillent sur ces canaux ioniques. Un certain nombre des analgésiques, dont je reparlerai tout à l'heure, travaillent sur ces canaux ioniques. Un certain nombre des anesthésiques travaillent sur ces canaux ioniques, comme vous direz. Un certain nombre des médicaments utilisés en pathologie dite psychiatrique travaillent sur ces canaux ioniques. Mais il y a aussi des antiarythmiques pour éviter des arythmies du cœur. Il y a des antidiabétiques, dont a parlé tout à l'heure Guy Vercourt. Quand nous avons découvert le mécanisme des antidiabétiques oraux, ces antidiabétiques oraux avaient été donnés à des centaines de millions de personnes. Ce sont ce qu'on appelle des sulfamides hypoglycémiants. Sulfamides, pour les plus âgés d'entre vous, ça donne l'idée d'antibiotiques. Donc les sulfamides étaient des antibiotiques jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de particulièrement observateur qui a observé que certains de ces sulfamides nouveaux étaient antidiabétiques. Et à l'époque, on pouvait faire le saut assez facilement et on a donné un certain nombre de ces sulfamides aux diabétiques. Et les diabétiques, et c'est quand même l'un des deux médicaments mondiaux, des types de médicaments mondiaux contre le diabète. Or, donc tout ça a été fait sans qu'on connaisse du tout les mécanismes, et les mécanismes ont été découverts par nous dans les années 80. C'est une cible qui est une cible canal ionique, ce qui montre qu'on pouvait à l'époque très bien développer des médicaments sans nécessairement connaître leur mécanisme d'action, et vous verrez qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Et puis, naturellement, il y a de grandes classes d'hypertenseurs qui travaillent sur les canaux ioniques, pour les spécialistes, les bloqueurs calciques, il y a 3 classes de bloqueurs calciques, et là encore, les bloqueurs calciques, ce sont des bloqueurs de canaux qui laissent passer du calcium. Ils ont été découverts avant qu'on découvre les canaux calcium, et nous-mêmes avons découvert les mécanismes de cela dans les années 84, alors que les bloqueurs classiques avaient été découverts au moins 10 ans. Donc, il y a beaucoup de médicaments qui agissent, beaucoup de médicaments qui agissent sur les canaux ioniques, mais ces médicaments ont servi à comprendre les mécanismes, mais aujourd'hui, avec notre belle science des canaux ioniques, et on pourrait dire la même chose pour la belle science des neurotransmetteurs, aujourd'hui, avec notre belle science des canaux ioniques, nous ne pourrions, nous ne saurions découvrir aucun de ces médicaments. Je répète, nous ne pourrions et ne saurions découvrir aucun de ces médicaments. Il faut y penser toujours, parce que ce qu'on vous assène constamment, et ce que vous voyez constamment à la télévision, c'est un tel a fait une découverte et vous allez avoir la solution magique dans les 5 ou 10 dernières années. Ça ne se passe malheureusement, pratiquement jamais. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on couvre une classe de médicaments considérable et nous n'aurions pas pu découvrir ça. Un exemple pour les antiépileptiques. L'épilepsie, qui est une maladie dont je parlerai peu après, c'est une maladie extrêmement importante, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui touche quand même 2% de la population. C'est une maladie pour laquelle il y a des médicaments, mais 20% des épileptiques sont sans médicaments, sans pratiquement de médicaments. Or, quel est le problème pour l'épilepsie? Vous avez, dans l'épilepsie, d'abord il y a des dizaines ou des centaines de types d'épilepsie dans le cerveau, mais il y a une communauté. Dans l'épilepsie,
Vous avez des régions des cerveaux, vous avez vu tout à l'heure les canaux qui s'ouvrent. Vous avez des régions du cerveau qui ont une électricité qui est une électricité exacerbée. Hein? Et puis vous avez des régions du cerveau qui pulsent normalement. Pour que vous ayez un bon antiépileptique, il faut que vous soyez capable d'éliminer ça, mais il ne faut naturellement pas éliminer le reste, parce que sinon il y a un problème extrêmement sérieux. Eh bien aujourd'hui, on saurait bien éliminer l'activité électrique, mais on n'aurait pas su découvrir la manière, parce que ça a été découvert par accident, comme d'habitude, et je vais vous montrer des accidents extrêmement célèbres, on ne saurait pas découvrir la manière dont on peut bloquer ça sans toucher à le fonctionnement de ça, ce qui fait que les gens qui sont soumis à l'épilepsie et qui sont traités par des antiépileptiques peuvent travailler normalement, peuvent éventuellement conduire même des camions. Donc, abordons les médicaments. Comment se crée un médicament? Un médicament se crée en plusieurs phases. Il y a dans la création du médicament d'abord une phase préclinique. Qu'est-ce que c'est la phase préclinique? La phase préclinique, c'est toute la partie scientifique, c'est celle qui se fait dans le laboratoire, et c'est aussi la partie dans laquelle on vérifie sur tout un tas de modèles, y compris des modèles animaux, qu'il n'y a pas de toxicité, qu'en particulier il n'y a pas de toxicité pour le développement s'il s'agit d'enfants, qu'il n'y a pas de toxicité qui puisse transmettre de la mère à l'enfant si ensuite il y a des enfants. Voilà, c'est toute la phase préclinique. Je vais parler d'argent. Cette phase préclinique, qui est la phase scientifique, la phase intellectuelle du développement du médicament, elle ne coûte jamais plus de 10% du prix du médicament. La découverte ça n'est pas plus de 10% du prix du médicament. Ensuite, il y a une phase 1. Cette phase 1, c'est une phase dans laquelle on essaye les médicaments sur des volontaires sains, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien, on vérifie bien qu'ils n'aient rien, et qui sont consentants, et qui, après tout ce qui a été fait avant, veulent bien essayer le médicament de telle manière à voir s'il n'y a pas de choses extraordinairement négatives. Et puis, quand le médicament passe cette phase, il va dans ce qu'on appelle la phase 2. La phase 2, c'est l'étude du médicament chez un certain nombre de patients volontaires. Le certain nombre de patients volontaires, selon les pathologies, c'est quelques dizaines, c'est quelques centaines de patients. Et puis, si ça passe au niveau de la phase 2, les médicaments vont en phase 3, et en phase 3 du médicament, on administre le médicament à 1 millier ou à des milliers de patients. Et tout ça, pour les médicaments du système nerveux, ça coûte entre 500 millions et 2 milliards d'euros pour chaque. J'ai dit, il n'y a pas eu de création de médicaments nouveaux depuis les années 80. Mais il y a eu des essais cliniques depuis les années 80. Et vous entendez toujours dire, vous avez peut-être même noté qu'il n'y a pas très longtemps, le G8 ou le G20 s'est réuni pour dire on va avoir un médicament contre la maladie d'Alzheimer en 2025. La maladie d'Alzheimer, 900 000 patients par an aujourd'hui, 900 000 patients en France aujourd'hui. On va avoir en 2025. Sauf que pour faire toute cette phase, il faut au minimum 15 ans. Et je voudrais bien voir s'il y a un médicament contre la maladie d'Alzheimer en 2025, sachant qu'en 2016, il n'y en a aucun qui soit vraiment sur la ligne de départ. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle si on ne change pas les manières de faire. Donc, des essais cliniques qui sont des essais cliniques extraordinairement coûteux, on y reviendra, des essais cliniques qui sont des essais cliniques extrêmement longs. Dans la maladie d'Alzheimer, dans les 10-15 dernières années, 200 essais cliniques qui n'ont pas abouti, 200 fois 1 milliard, 200 milliards. Et dans d'autres pathologies, je vous donnerai des chiffres encore plus importants.